Ok, alors effectivement ce matin on a eu pas mal de remarques introductives sur l'enjeu et sur ce qui se passe derrière ce sujet. On a beaucoup parlé des questionnements, de ce qui se passe au niveau sur la scène internationale, de l'urgence climatique. Là ce qui va être intéressant de débriefer aujourd'hui, enfin sur cette session, c'est de voir un peu comment est-ce que ces contributions déterminées au niveau national sont effectivement mises en œuvre, quels sont les principaux défis auxquels elles font face dans leur mise en œuvre, sur des terrains qui sont parfois difficiles, sur des pays où les moyens manquent. Donc l'idée c'est aussi de comprendre quels sont ces défis-là, comment les relever, et quelles sont les premières leçons apprises, parce qu'on est quand même au début de ce processus, sur ces défis et sur la façon de les mettre en œuvre. Donc nos trois intervenants vont nous apporter des éclairages diversifiés sur ce sujet-là, avec des terrains d'intervention aussi qui seront différents et qui nous permettront d'avoir une vision d'ensemble sur ces différents défis et sur ces différentes leçons. Ok, alors je vais juste d'abord introduire parce que donc l'introduction le travail que va présenter Nicolas Chenet est un travail qui a d'abord laissé place à un diagnostic de mise en œuvre, et sur ce diagnostic, donc le GRS et un cabinet qui s'appelle Projection ont été impliqués pour le mettre en place. Donc je vous propose de faire une petite introduction sur ce sujet avant de donner la parole à Nicolas Chenet pour nous présenter l'initiative pour les CDN en Afrique de l'Ouest à travers la CEDEAO. Ok. Alors en fait, là l'idée c'est vraiment de vous présenter les principaux éléments de cette intervention qui s'est donc déroulée en fin d'année dernière et en début de cette année, où l'idée était donc de faire un état des lieux des besoins en renforcement de capacité des pays de la CEDEAO. Donc, je pense que tout le monde voit ce que c'est la CEDEAO. Il y a 17 pays qui sont impliqués, 17 pays d'Afrique de l'Ouest qui sont regroupés, et l'idée était de comprendre quels sont les défis auxquels ils font face en termes de renforcement de capacité pour pouvoir mettre en œuvre ces contributions. Toc. Alors ça marche. Toc. En fait, l'idée, c'est déjà d'avoir quand même une vision du contexte. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de se pencher sur ces 17 pays? C'est parce qu'en fait, quand on regarde cette carte qui vous présente les vulnérabilités face au changement climatique des différents États du monde, on voit que les pays d'Afrique de l'Ouest et les pays d'Afrique subsaharienne, d'ailleurs de manière assez générale, sont parmi les pays les plus vulnérables au monde aux conséquences des changements climatiques. Ce qui pose des questionnements aussi sur le format même de leur contribution déterminée au niveau national. On a parlé ce matin pas mal de la question de l'atténuation, mais la question de l'adaptation est centrale pour ces pays. C'est-à-dire comment s'adapter aux premiers effets qui sont déjà ressentis et comment s'adapter dans le futur à ce qui va arriver en termes de changement climatique. Et ces capacités d'adaptation nécessitent du renforcement de capacité pour pouvoir être mises en œuvre. Et c'est vraiment là-dessus que se situe cette intervention. Et au-delà de ça, il y a quand même une dimension atténuation dans le sens où ces pays sont des pays qui sont en croissance économique souvent très forte, donc qui ont potentiellement un réservoir d'émissions futures assez important qu'il faut anticiper pour éviter d'avoir une potentielle bombe climatique plus tard si les scénarios en tout cas d'émissions les plus massifs sont amenés à se réaliser. Donc, ce travail de diagnostic nous a donné les différents besoins suivants, qui, vous voyez, sont très nombreux. Il y a vraiment différents types de besoins qui correspondent à la fois à l'adaptation, à la fois à l'atténuation, mais surtout des besoins assez transversaux. Donc, les principaux, vous les voyez, les chiffres qui sont sur la droite vous montrent un peu le nombre de pays qui étaient concernés par ces besoins-là. Et on voit qu'en fait, il y a un énorme besoin de renforcement de capacité en termes de suivi et de monitoring de ce qui est possible, de ce qui est fait en termes de lutte contre les changements climatiques, c'est-à-dire mesurer effectivement la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mesurer effectivement les impacts des mesures d'adaptation qui peuvent être mises en place dans les différents cadres politiques. Donc ça, c'est vraiment un besoin très fort qui est ressorti. Et les deux autres principaux, si on regarde les chiffres, c'est la mobilisation des financements. Bon, ça, je ne vous fais pas un dessin, c'est toujours le nerf de la guerre, et il y a énormément de besoins en termes de capacité à mobiliser ces financements. Et enfin, un besoin qui est très intéressant aussi, c'est la question de la communication et de la vulgarisation. Je pense que si vous êtes dans la rue avec un micro et que vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que vous connaissez de la CDN de la France, bon courage pour avoir une réponse. Et en fait, il y a effectivement un énorme besoin derrière de la société civile, mais aussi des autorités locales et des gouvernements, de vulgariser ce que sont ces contributions et de vulgariser ce qu'elles contiennent pour que derrière les citoyens soient en capacité aussi de s'emparer du sujet. Ce n'est pas une question de technocrates dans des bureaux, c'est quelque chose de beaucoup plus globalisé. Donc ça, c'était pour les besoins identifiés. Alors en termes de recommandations, donc je vous les ai listés ici pour que vous les ayez, mais à l'échelle de la CEDEAO, en fait, on se rend compte que les recommandations sont très 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 liées à la question de la gouvernance. C'est-à-dire que
on est sur le besoin d'avoir un leadership politique régional, parce que ces pays sont des pays avec souvent des niveaux de PIB qui sont assez faibles, donc avec des besoins financiers qui sont énormes. Donc un effort de coordination permettrait d'avoir un leadership politique régional et permettrait d'avoir une action qui soit plus forte au niveau déjà de la CEDEAO. Et après, on a donc des questions aussi de financement, c'est-à-dire de pouvoir mettre en commun, mutualiser les efforts financiers pour pouvoir traiter des problématiques de type données climatiques, de type recherche, de type formation. Enfin, c'est vraiment des questions qui sont assez dans la mise en commun des efforts et dans la mise en commun des partages d'informations. Donc ça, c'était vraiment les principales recommandations stratégiques au niveau de la CEDEAO. Et après, ce qui a été intéressant dans ce travail-là, c'est que ça nous a aussi permis d'avoir, avec des discussions avec d'autres pays hors de la CEDEAO, d'avoir aussi des recommandations à l'échelle panafricaine, c'est-à-dire de réfléchir un peu comment est-ce que le continent dans son ensemble peut répondre à cet enjeu, qui, comme vous l'avez vu sur la première slide, est quand même partagé en termes de vulnérabilité. Et ça nous a permis aussi donc de proposer différentes recommandations qui sont notamment liées à la compréhension, à la vulgarisation, donc disposer d'un vocabulaire commun. C'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure l'atténuation dans un pays ou dans un autre au niveau des pays du continent africain, faciliter la coordination parce qu'on a énormément d'initiatives, Nicolas va vous les présenter, mais des initiatives qui existent sur l'ensemble du continent. Comment est-ce qu'on peut faciliter la coordination pour qu'elle soit efficace, parce que souvent elles sont transnationales, et surtout donc, la question de l'accélération de la mise en œuvre des CDN, et notamment sur cette partie adaptation qui est donc la plus prégnante face au changement climatique sur le territoire. Voilà, donc ça c'était vraiment juste pour vous introduire rapidement ce diagnostic sur le programme que va vous présenter maintenant Nicolas. Merci beaucoup Camille. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Nicolas Chenet, je représente ici Expertise France et le département développement durable d'Expertise France. En deux mots, Expertise France, nous sommes l'agence publique de mise en œuvre de l'aide au développement, donc une agence de l'État français, et on a pour vocation de mettre en œuvre des programmes assez conséquents à l'international, principalement dans les pays en développement, et en particulier sur le développement durable, sur des problématiques climat et biodiversité. Vous dire en deux mots aussi qu'on est une agence qui fait à la fois de la conception et de la mise en œuvre de projets, donc ça nous permet à la fois de préparer longuement parfois des projets qui ont des mises en œuvre qui peuvent aller de 4 à 5 ans en règle générale, et puis surtout d'apprendre de nos erreurs au fur et à mesure, puisque comme tout acteur du développement, on fait beaucoup d'erreurs, donc on essaye de corriger à chaque fois dans la mesure du possible et d'avoir les programmes les plus pertinents possibles. Donc pour ce programme ici, on m'a demandé de parler effectivement d'un programme qu'on mène en Afrique de l'Ouest. Alors le périmètre est un périmètre CEDEAO et un petit peu plus en réalité, puisqu'on a les 15 pays de la communauté CEDEAO, plus le Tchad et la Mauritanie, qui eux sont sur un périmètre SILS. Donc le SILS, pour ceux qui le connaissent peut-être, c'est le Comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel, qui est le partenaire technique de ce programme, qui est donc porté politiquement sous l'égide CEDEAO. Donc grosso modo, l'objectif du programme, il est effectivement d'avoir une perspective régionale et donc de renforcer les capacités des institutions, qu'elles soient techniques ou politiques au niveau régional, donc SILS éventuellement et CEDEAO également, pour avoir dans la mesure du possible une mise en œuvre la plus efficace de l'accord de Paris, donc qui passe bien sûr aussi par les NDC, mais pas seulement. Très clairement aussi, c'est d'animer une communauté d'échange au niveau régional et d'avoir une possibilité de travailler en synergie entre les différents acteurs de la sous-région, puisque très clairement, on va le voir, on est sur une problématique qui n'est pas évidemment centrée sur un seul pays et qui est éminemment transfrontalière. Donc c'est un projet qui a démarré en tout début 2018, et comme tout projet, quand on le démarre, on commence par un diagnostic, à la fois pour comprendre un petit peu la situation localement et les manques que le projet pourrait combler, et puis aussi tout simplement pour comprendre aussi les initiatives qui existent déjà et d'essayer d'être un maximum en synergie avec ces initiatives. Donc bon, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais on a effectivement donc avec le GRS et avec le cabinet Projection regardé un petit peu déjà les NDC qui existaient sur ces 17 pays. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a des périodes d'engagement qui sont relativement similaires, donc on arrive à peu près à 2030. On a déjà 17 NDC qui ont été soumises pour les 17 pays. Maintenant, comme ça a été précisé précédemment, c'est des NDC qui ont été faites avec une volonté d'être extrêmement exhaustive pour la COP21 en l'occurrence,
donc qui ont été faits avec le surposte d'assistance technique, de consultants, qui ont été localement produire ces NDC souvent à la place des pays. Donc on a une appropriation qui est pour le moins faible de ces NDC, voire même parfois une connaissance interministérielle qui n'est pas complètement assurée au niveau des pays, et une transversalité qui reste à faire. Bon, on a 17 pays qui ont ratifié l'accord de Paris, et on a eu quelques modifications à la marge entre ce qu'on appelait INDC à l'époque et les NDC maintenant. Juste, donc évidemment, dans ces pays, le secteur affolu est un secteur primordial et donc logiquement couvert par l'intégralité de ces NDC, devant l'énergie et les déchets. Donc ça, c'est assez classique, j'ai envie de dire. Par contre, ce qu'on voit, et ça a été précisé aussi, pour une raison de manque de données principalement, aujourd'hui, le potentiel de réduction et donc le puits de carbone associé aux forêts dans ces 17 pays est absolument pas pris en compte. Donc on a une logique d'utilisation des terres éventuellement, mais on n'est absolument pas sur le puits de carbone forestier, sur la gestion forestière, donc on est vraiment sur basiquement, je sais qu'on a des éminents forestiers qui parleront aujourd'hui, mais voilà, sur du forêt-non-forêt, globalement, plutôt que sur une logique vraiment d'utilisation et de gestion forestière. Donc ça, c'est un premier problème, effectivement, et ça nous donne aussi déjà toutes les limites de ces scénarios et de ces NDC, puisqu'elles sont basées parfois sur des données extrêmement incomplètes. Donc ensuite, on a un potentiel de réduction. Alors je vais essayer de vous donner la légende de ce schéma un petit peu complexe rapidement, mais donc les cercles rouges que vous pouvez voir dans les différents pays, ce sont les émissions de gaz à effet de serre en 2010. Alors, c'est pas tout à fait proportionnel, hein, le Nigeria étant un contributeur majeur dans la région, il représente à peu près la moitié des gaz à effet de serre des 17 pays. Donc ensuite, le potentiel de réduction tel qu'il a été estimé, donc on a le cercle externe qui est en gros les émissions de gaz à effet de serre telles qu'on les aurait aujourd'hui à 2030, et le cercle intérieur, c'est celui qu'on pourrait avoir si jamais on respectait ce qui est écrit aujourd'hui dans les NDC des différents pays. Donc on voit que certains sont plus ambitieux que d'autres, on va dire. Après, encore une fois, il faut peut-être les regarder un petit peu plus en détail pour avoir des conclusions définitives là-dessus. Et les différents cercles, donc grisés, ou assurés ou non assurés, représentent la part qui pourrait être réalisée par les pays eux-mêmes et la part qui est conditionnée à des financements externes. Donc si je prends l'exemple, par exemple, du Ghana, on voit que à peu près 2/3 des réductions d'émissions potentielles pour arriver à sa NDC sont conditionnées à l'apport d'un financement extérieur, et que le reste pourra éventuellement être fait de manière autodéterminée par le pays. Si je prends le Nigeria, on est sur du 100% qui est lié à du financement extérieur, par exemple. Je crois qu'il y avait un chiffrage qui avait été associé à ça, qui était de l'ordre de 340 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, sur la somme des 17 pays pour arriver à respecter ces engagements. Donc on a effectivement un potentiel de réduction, on a des scénarios de business as usual qui ne sont pas forcément extrêmement rassurants d'ailleurs, mais très clairement, on est aujourd'hui conditionné par du financement international et par l'apport de financement. En tout cas, c'est ce que nous disent ces pays dans leur contribution nationale. Dans un contexte effectivement d'extrême vulnérabilité, là, je ne vais pas revenir forcément sur les données qui sont assez alarmantes et qui peuvent être, en fonction des différents rapports, plus ou moins alarmantes, mais qui restent de toute façon alarmantes. Donc on a effectivement, que ce soit sur les précipitations, sur les températures, ou sur la gestion des cours d'eau, on a des variations extrêmement importantes, en positif et en négatif. Alors pas pour les températures, mais pour le reste, on a vraiment aussi, et notamment sur les précipitations, des territoires qui vont être fortement impactés et fortement inondés. Donc à avoir en tête effectivement que les effets sont particulièrement injustes, et en tout cas spatialement mal répartis. Et très clairement, on voit aussi sur ces schémas de manière très claire que les frontières n'existent pas. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une approche régionale qui est évidemment extrêmement cohérente. Bon, vous le savez tous, la forêt, c'est une problématique transfrontalière de toute façon, mais là, en l'occurrence, la vulnérabilité au changement climatique de ces pays, de cette zone, et donc en particulier, on voit ici les 5 des 10 pays les plus vulnérables au monde qui sont dans la zone et dans le périmètre, elle est évidemment transfrontalière et elle doit être probablement gérée, ou en tout cas les retours d'expérience au niveau régional sont extrêmement précieux puisqu'ils permettent potentiellement d'avoir des solutions qui sont tout à fait transposables.
Donc là, je vous ai mis un schéma qui fait un petit peu peur et c'est fait exprès sur les initiatives qui existent aujourd'hui, uniquement tournées vers les NDC. C'est les initiatives qui sont en cours dans le périmètre des 17 pays de la zone. Donc on a un arbre on peut le zoomer, hein, c'est pas juste des petites initiatives, hein, c'est souvent des initiatives de plusieurs millions d'euros avec des bailleurs tout à fait sérieux et des agences de mise en œuvre tout à fait sérieuses également. Qui sont parfois portés par les institutions nationales, parfois plus localement. Voilà, j'ai pas fait le compte, mais on voit qu'on dépasse largement la cinquantaine d'initiatives. Tout ça avec probablement le mot CDN dans le titre, j'insiste. Voilà, donc si je zoome, ne serait-ce que sur les initiatives, ça c'est celles qui sont internationales, donc portées par des acteurs internationaux. On pourrait zoomer sur, on retrouve la Banque mondiale, l'Union européenne, voilà, l'ensemble des différents bailleurs internationaux sont mentionnés ici. Très clairement, ça paraît sauter aux yeux. On a évidemment un besoin de synergie, un besoin absolument de réfléchir ensemble à avoir de la cohérence. Alors on a des acteurs qui sont... Le NDC Partnership qui a été mentionné, par exemple, a peut-être cette vocation-là également, hein, de mettre en relation l'ensemble des initiatives. Mais très clairement, c'est la première chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'on a besoin au maximum d'un partage d'expérience. En fait, à l'échelle d'un projet comme le nôtre, par exemple, c'est déjà trop lourd. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper de toute cette capitalisation et toute cette mise en relation d'acteurs. Ça prendrait l'intégralité du projet que de le faire. Mais c'est une nécessité majeure et elle devrait être à la base de tout financement et de toute réflexion sur ces sujets-là dans ces pays. Alors ensuite, par rapport aux activités qui sont proposées dans ces programmes, hein, effectivement, on est sur du partage d'expérience, de l'accès à la finance, la planification, la stratégie climat, l'alignement avec les standards UNFCCC, notamment par rapport aux données qui sont produites. Donc tout ça est évidemment très pertinent. Hein. Maintenant, comme ça a été aussi déjà souligné, le MRV, on a quand même assez peu de programmes qui ciblent spécifiquement le MRV, donc, et en particulier les capacités de reporting de ces différents pays. On a des secteurs orphelins, très clairement, déchets, infrastructures, bâtiments. On a des secteurs qui sont peu couverts aujourd'hui par l'ensemble de ces initiatives, qui ciblent quand même souvent l'énergie, l'agriculture, par exemple. On a aujourd'hui un manque de communication autour du contenu des NDC, ça a déjà été dit, mais on a des NDC qui sont des fois pas connus. Effectivement, en France, ça peut marcher, mais je pense que c'est encore pire dans les pays dans lesquels on intervient. Il y a une méconnaissance de ces NDC, y compris, encore une fois, parfois d'un ministère à l'autre, ce qui est quand même un peu inquiétant. Et une concentration géographique, ça c'est un peu la tendance des bailleurs aussi, mais c'est vrai que sur les 17 pays, on en voit qui absorbent beaucoup de financement et d'autres qui n'en ont quasiment jamais. Donc une vraie volonté de rééquilibrer aussi un petit peu tout ça. Donc tout ça pour dire que l'approche régionale, elle est très pertinente, qu'il y a beaucoup de travail à faire en concertation des acteurs et des bailleurs, que les clubs de bailleurs notamment et les programmations qui sont faites au niveau national et régional sont extrêmement importantes pour essayer de mettre en cohérence un petit peu ces différents programmes. Et je dirais juste aussi également que la recherche à tout prix de la révision des NDC pour la prochaine COP, enfin pour la COP 26, pardon, l'année prochaine à Glasgow, nous paraît pas nécessairement un but ultime quand on voit le résultat qu'on a fait des NDC de la COP 21. Je pense que l'exhaustivité n'est pas forcément une finalité. La finalité, c'est peut-être de trouver des champions qui sont capables au contraire d'avoir des NDC qui sont bien documentés, ambitieuses, et qui soient capables de tracter derrière eux éventuellement d'autres pays et qui les réviseront peut-être plus tard. Honnêtement, je pense qu'il faut... voilà, ce désir d'exhaustivité, on est peut-être revenu un petit peu dessus. Et puis aussi être capable d'étendre un petit peu les périodes. Aujourd'hui, 2030, c'est demain. Les NDC qui s'arrêtent à 2030 aujourd'hui, elles doivent nécessairement être revues. Et effectivement, plus on étend la période temporelle et plus on arrive à avoir des contributions peut-être un petit peu plus structurantes et ambitieuses pour les pays. Voilà en quelques mots. Ok, merci beaucoup Nicolas. Du coup, je retiens quand même pas mal de mots, des mots comme conditionnalité, comme côté transfrontalier, la diversité. Enfin, il y a énormément de mots qui sont intéressants. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir un cas particulier, notamment lié à la forêt, pour revenir à notre second cœur de sujet, notamment à travers l'intervention de Christian. Donc, je vais te laisser la parole rapide tout de suite sur cette question du cas de la République du Congo et de la gouvernance des CDN. Merci. Je sors d'un petit pays de l'Afrique centrale, mais qui fait partie du bassin du Congo qu'on appelle
Le Congo-Brazzaville, c'est à peu près 65% de couverts forestiers, on va dire, et il y a là-dedans le fleuve Congo, qui est le fleuve parmi les fleuves les plus grands au monde. Et le Congo produit aussi des ressources, on va dire, extractives. Mais c'est un pays qui est paradoxalement pauvre. Alors donc, vous allez souffrir un peu parce qu'en dépit de cette richesse, et j'ai dit paradoxalement qu'on est pauvre, ça fait que ne serait-ce que disposer de l'électricité telle qu'on est là, pour nous, c'est souvent un défi. Et donc, vous pouvez comprendre que au pays, mes présentations, je ne les fais pas toujours dans ce style et tout qui est parfaitement intéressant. Et vous souffrirez que j'ai des difficultés à manier un peu cette espèce d'appareillage que j'ai. Bah, voilà, donc le verre est supposé me permettre d'avancer. Alors, je dois parler de ces questions de CDN et de la forêt en particulier dans mon pays. Ouais, bouton vert. Ouais. Voilà. Je crois que je vais m'en sortir. Alors, finalement, je ferai ma présentation en me fondant en fait sur deux études qui ont été faites justement sur le Congo. Une première qui a été initiée par FERN et réalisée par Climate Analytics, d'une part, et une seconde qui a été réalisée par la RPDH, qui est mon organisation, en partenariat avec Transparency International, puisque mon organisation, c'est la section nationale de Transparency International au niveau du Congo. Et cette étude portait sur, en fait, l'identification des risques de corruption dans le processus RED+. Et c'était l'objectif de cette étude. Et l'étude de Climate Analysis Analytics avait comme ambition de pouvoir analyser le contexte institutionnel, politique et juridique de la gestion des ressources forestières, tout en interrogeant le lien existant entre la déforestation et le modèle de gouvernance des ressources forestières qui est mis en place au niveau du Congo. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, ressortir, comme c'est l'esprit depuis qu'on a commencé cette réunion, des recommandations pour optimiser la gouvernance forestière dans le but de permettre d'augmenter les niveaux d'ambition des CDN au niveau du Congo. Voilà. Et donc, du point de vue contextuel, comme vous pouvez le remarquer, il existe des liens, évidemment, entre, d'une part, la gouvernance forestière et le développement de la mise en œuvre de CDN, et tout c'est la Comifa qui le dit, et les débats sur les priorités et les stratégies pour les actions de CDN sont l'occasion, évidemment, pour promouvoir des approches pertinentes et réalistes qui permettront de faire progresser et d'améliorer la gouvernance des forêts et d'atténuer le changement climatique. Il faut simplement intégrer le fait que ici, les priorités et les stratégies pour les CDN peuvent être une opportunité cruciale pour contribuer de façon pertinente pour améliorer la gouvernance des forêts et atténuer les changements climatiques. Par ailleurs, toujours du point de vue du contexte, le Congo est un pays qui s'est engagé dans les APV FLEGT et a également un engagement dans l'initiative de transparence des industries extractives. Et comme je mentionnais tout à l'heure, c'est un pays en crise, malgré les ressources effectivement qu'il a pu glaner. Et qu'à peine une décennie, il a pu obtenir l'annulation de sa dette par le processus PPTE. Le processus PPTE permet normalement d'avoir des ressources qui, en principe, devaient permettre de pouvoir financer
les secteurs sociaux. Mais malheureusement, en plus de ce qu'il y a eu des revenus importants que le pays a glanés depuis la décennie, le Congo s'est retrouvé dans un endettement qui aujourd'hui l'a amené dans un contexte de crise économique totalement aiguë et qui a fait effectivement que le pays demande un appui budgétaire auprès du Fonds monétaire international, intégrant donc dans cet appui des mesures sur l'amélioration de la gouvernance forestière en particulier. Et du point de vue contextuel également, on pourrait mentionner le fait que le Congo a signé sa lettre d'intention cette année, récemment, avec donc entre le gouvernement du Congo et la France, et tout à travers évidemment le processus CAFI. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est notre ambition de pouvoir suivre effectivement la mise en œuvre de cette lettre d'intention. Du point de vue méthodologique, il faut dire que les différentes études que je viens de citer, je viens de mentionner, se sont inspirées d'une part déjà d'une certaine recherche documentaire qui a permis de pouvoir évidemment analyser toute la documentation qui est disponible dans le secteur évidemment de la gouvernance forestière, d'une part. D'autre part, en réalisant cette étude, nous avons organisé beaucoup d'entretiens et des interviews avec l'ensemble des parties prenantes qui impliquaient effectivement dans la question de la gouvernance forestière et donc des CDN. Nous avons pu organiser également, comment dire, des ateliers de formation, des ateliers de validation et tout de l'ensemble des résultats que nous avons pu obtenir. Et l'étude elle-même s'est aussi inspirée, je veux dire, de l'indice de WRI, n'est-ce pas, sur l'initiative de la gouvernance forestière, et donc de WRI, comme j'ai dit, mais également de l'indice de transparence internationale qu'on appelle Keeping Forest Clean. Et lorsque on scrute finalement le cadre d'analyse de la gouvernance forestière tel qu'a proposé WRI, notre étude a donc pu mesurer de façon pointue les aspects qui sont liés à la transparence, la gouvernance forestière, à la participation, la responsabilité, la redevabilité et la coordination, en s'appuyant essentiellement sur le processus de planification, le processus de mise en œuvre, le processus de suivi et le processus de respect de la législation, et en particulier sur le secteur de la foresterie, l'agriculture et puis donc les mines. Et donc, au terme de cette analyse qui a été faite et des indices que nous avons pu, comment dire, évaluer, notre étude a donné principalement les résultats que l'on peut regarder tout dans le tableau que vous avez dans le visuel, avec, en le consultant, les points qui sont en bleu concernent évidemment la perspective effectivement de la mise en œuvre des CDN pour la cible, donc c'est 2035, et en rose, je pourrais dire, rose et un peu rouge, la gouvernance forestière actuelle en 2019. Et lorsque, justement, on regarde les notes, on va dire, l'évaluation, l'appréciation qui est faite de ces différents aspects qui sont liés à la gouvernance et à la mise en œuvre de CDN, on peut finalement se rendre compte qu'il y a principalement trois observations, trois préoccupations que nous avons pu retenir. La première, c'est que du point de vue de la transparence, du point de vue de la responsabilité et la corruption, les scores sont, on va dire,
assez faible ou sinon extrêmement faible, ce qui marque effectivement un dysfonctionnement des mécanismes de participation et une faible représentation des communautés locales et des populations autochtones. On peut aussi, à partir des thématiques que l'on peut lire là, se rendre compte que la gouvernance forestière a totalement sous-estimé la participation de ces dites communautés et que du point de vue de la coordination, notamment institutionnelle, on pourrait penser que ces notes sont moyennes, simplement parce que le gouvernement, en ce qui concerne la gestion foncière et forestière, a un engagement qui est un engagement plutôt moyen. On peut revenir. Justin, tu peux renvoyer au... Non, du tout. Ouais. Et donc, je savais que j'allais me planter un peu. Mais bon, on va poursuivre en tous les cas et tout. Peut-être que les techniciens vont pouvoir nous aider à revenir tout sur cette présentation afin que on y aille jusqu'à son terme. Voilà. Voilà. Alors, comme ça, on peut s'en sortir. Oui, je l'ai là. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, donc on peut... Donc, je commentais ce tableau. Ensuite, il y a ce tableau-ci aussi qui présente l'ensemble des résultats en matière de gouvernance forestière, du moins la perspective de la gouvernance actuelle forestière d'un côté. Donc, les résultats sont en orange. Et en bleu, la gouvernance forestière envisagée pour les CDN avec cible 2035. Et là, on peut voir que du point de vue des politiques qui sont mises en place, des engagements, des mécanismes, que ce soit dans le cadre de la transparence, dans le cadre de la participation, on pourrait dire qu'il y a une structure qui existe quand même. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des avancées. Maintenant, le défi, c'est de pouvoir s'assurer que là où on a des points en orange, on peut penser que les aspects qui sont liés, à la bonne gouvernance pourraient être davantage mieux traités si seulement les intérêts, effectivement, des parties prenantes étaient effectivement pris en compte dans les politiques qui sont développées, au-delà donc des engagements, au-delà des réformes qui sont mises en place. Et puis finalement, en matière de risque de corruption, on peut voir que dans l'étude qui a été menée, les aspects qui sont là présentés peuvent être des aspects à risque en matière de corruption, en particulier en ce qui concerne la conversion des forêts naturelles en forêts plantées. Il y a des risques dans l'attribution des marchés, des titres pour la gestion des ressources naturelles. On peut aussi envisager la possibilité de détournement des fonds des projets, et ça à l'image de la mise en œuvre du processus RED, puisque les aspects qui sont liés au risque de corruption ont été suivis dans l'évaluation de l'intégrité dans la mise en œuvre du processus RED. Et à ce stade, avant même qu'on ne soit arrivé à la phase d'investissement, on peut considérer que dans les phases qui ont précédé, la corruption pouvait être identifiée, en particulier
au niveau des agents dans l'enregistrement, par exemple, des droits carbone, dans l'accaparement des terres. On a aussi pu identifier une faible autonomisation des communautés dans la gestion des forêts communautaires et une forte expansion des concessions forestières, minières, pétrolières et agropastorales. Et un autre des risques qu'on a pu évaluer et envisager, c'est les expulsions violentes et massives des communautés locales et des populations autochtones. Du point de vue des conclusions, principalement, il faut que je revienne, principalement du point de vue des conclusions, on peut estimer que cette étude a montré que la gouvernance des forêts et de la terre est encore loin d'adhérer au principe de bonne gouvernance essentiel à la réalisation des objectifs des CDN. La gouvernance forestière et foncière en général est faiblement transparente et peu participative compte tenu du manque d'engagement dans les activités de coordination. Et les décisions relatives aux activités de gestion forestière doivent être ressenties de manière réelle et directe par les communautés locales et populations autochtones. Et puis, finalement, en termes de recommandations, les études recommandent donc d'améliorer la coordination entre les institutions nationales et internationales dans les processus et initiatives de gouvernance liées aux forêts, donc les APV, FLECT, RED+, de façon horizontale et verticale. Améliorer la participation des communautés locales à la prise de décision concernant l'utilisation des terres sur le terrain. Améliorer la transparence des gouvernements locaux, du gouvernement en général, mais en particulier les gouvernements au niveau local, en donnant la priorité à la transparence de l'information publique sur les permis d'exploration et d'exploitation minière par le biais de l'initiative de transparence des industries extractives. Renforcer la sensibilisation et l'éducation sur les activités de foresterie communautaire. Et du point de vue de l'intégrité dans la mise en œuvre du processus RED+, de respecter les obligations de transparence, lutte contre la corruption et partage équitable des bénéfices par toutes les parties prenantes, d'améliorer la représentativité et la participation des communautés locales et populations autochtones, y compris les femmes, dans la mise en œuvre du processus RED, d'accélérer la mise en œuvre des réformes et politiques anticorruption, y compris des mesures en matière de répression des actes de corruption, parce que le problème au niveau justement de la mise en œuvre de ces initiatives forestières et des CDN, c'est aussi essentiellement les questions qui sont liées à la corruption. Adopter une feuille de route claire en matière de partage de l'information et de divulgation des données, parce que évidemment la question de l'accès à l'information est une problématique cruciale. Je prenais pour ça un exemple, le budget. Le budget de l'État, comme un certain nombre de contrats, sont des lois qui sont votées au niveau du Parlement. Donc, si ces lois sont votées au niveau du Parlement, ça veut dire qu'elles sont d'essence publique et donc a priori accessibles. Mais je peux vous garantir que vous pourrez passer toute une éternité pour accéder au budget de l'État, en cours. Pourtant, c'est, comment dire, une donnée qui est a priori officielle, publique, et puis donc disponible. Donc il y a un véritable problème en ce qui concerne l'accès aux sources. Et la plupart du temps, en tant que société civile, parfois, on peut dire que l'administration n'est pas toujours disposée, en tout cas elle n'est pas préparée à travailler avec la société civile et à pouvoir partager à la société civile les informations qui lui sont nécessaires pour pouvoir organiser son action de terrain. Enfin, je pense aussi que du point de vue de l'intégrité, il est utile de pouvoir adopter des mesures urgentes dans le cadre de la protection des lanceurs d'alerte et des dénonçateurs, parce que effectivement, dans le contexte de la restriction de l'espace civique dans lequel effectivement les militants anticorruption, les organisations de la société civile travaillent dans le bassin du Congo, il y a évidemment
un intérêt à se mobiliser pour s'assurer que ces militants travaillent en toute intégrité, en toute indépendance et qu'ils sont capables d'être des acteurs à part entière de la question de la gouvernance forestière. Je vous remercie. C'était fastidieux, mais bon, on s'en sort quand même. Merci beaucoup, Christian, pour cette intervention qui était très intéressante, qui montre vraiment un éclairage assez précis de la situation au Congo. Donc c'est vraiment très intéressant de voir ça. Et surtout, ce qui m'a fait percuter aussi, c'est toute la question de la gouvernance qui est très centrale dans ce que tu évoques en termes de problématiques et ce besoin de renforcement de gouvernance qui montre aussi qu'on n'est pas totalement à côté de la plaque sur nos recommandations au niveau de la CEDEAO, ce qui montre aussi vraiment cette dimension panafricaine de la question de la mise en œuvre des CDN, c'est-à-dire qu'on dépasse simplement les questions régionales. Nicolas l'a dit aussi, cette importance de ne pas considérer le problème avec des frontières, mais bien avec une vision d'ensemble pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc c'est vraiment intéressant de retrouver là cette universalité du problème. Et du coup, je note aussi une dernière chose qui va nous permettre de faire la transition, c'est l'importance que tu évoques sur le besoin de participation des parties prenantes, participation de la société civile. Et du coup, ça nous amène à l'intervention de notre personne suivante qui va justement nous parler de comment est-ce que la société civile s'empare de la question des contributions déterminées au niveau national et comment est-ce qu'au niveau du Vietnam ça se met en place. Good afternoon. Good afternoon. This is the last presentations. I will make it short. Actually, I was said that I have only 10 minutes, so I was struggles a lot to cut my presentations before, because we conducted a comprehensive NDC both on adaptations and also on the forest restorations. So I am a bit kind of maybe presenting a bit. Yes. Yeah. So my name is Herb. The correct name is, oh, how is it? Just like this. Okay. My name is Herb, and I am the founders of the Center for Sustainable Rural Development. We established in 2006. Before working for NGOs, I worked for the Ministries of Science, Technology, and Environment for 10 years in Vietnam. That's why I know both the governments and also NGOs. Also have some advantages in lobbying advocacies. But of course, there is also limitations. So in this, I say the role of CSO in NDC. So introductions, I have first, you know that the INDC in 2015, that the governments of Vietnam are committed to reduce 88% that business as usual of 2010, and will be 25% with the support from international donors. And then updated NDC up to 2020 is about they committed to reduce 9% of GHG comparing with the baseline of 2014. And they still remains with the international donor support is 25%. So actually, before I came here, Vietnam, so we have been working with both ministries, Ministry of Natural Resource and Environment, that focusing on NDC, and Ministry of Agriculture and Rural Development, that focusing on forestry, VPA, FLECTI, and REDD+. So we have to work with two ministries. And here we talk about the role of forest restoration contribution to NDC in terms of we focus on community rights and CSO involvement. So actually the research is co-conducted by both Academy of Forestries and also VNGO and FLECTI network led by SRD. So that's why we want to balance between the views of governments and also NGOs in this assessment. So because we focus on community rights and also restoration, so we talk about sustainable management of forest.
of how to enhance carbon sequestrations, conservation of biodiversity, livelihood development, and income generation of community and forest-dependent communities. So forest governance, you know, in Vietnam, so we also have the frameworks to talk about accountability, transparency, equity, effectiveness, and participations. Actually, source is SID 2018. Sorry, because when I type, I made this is 18 and by SID ourselves. So for policy, planning, and decision makings and implementation, so you can see that is most of the columns are always low and like, you know, not very high or not a focus. So you mean that in Vietnam it is still this talk about participations and good governance, but actually the terms of governance is not really common among especially ministries. They always say, for example, the VPA FLEGT, when we want to have a text, we want to have annex, very close to the signing ceremony, they say it is a confidential business between Vietnam and EU. It is not really open to the public or to the civil society. That's why you can see that all these kind of elements of forest governance very difficult for CSO to struggle. And also, in order to do something, you need a relations with the governments. I am quite lucky because I know government officers, some of them still in a kind of decision-making process, so they invite us to both NDCs and also REDD+ and VPA FLEGT discussions. But of course, for decision-making, no way, as CSO never been invited to decision-making, and sometimes we provide numbers of written comments, but they reply us either by written or nothing, and only accept some comments. So that is the, you know that last year they issued the new forestry law, so that we struggle because we fight a lot for the role of CSO. But at the end, the law was issued with the terms of participation of people and non-government organizations. However, when they develop the guidelines, they really not mention at all. And we say that if you have the law and you don't have the guidance to implement with civil society and non-government organizations and people, how could we implement? They say that the policy maker saying that we are instructed by National Assembly that we only focus on technical side of the law, not on the participations. So the role of CSO in Vietnam, I already mentioned that there is no official legal framework for CSO. Actually now we were not allowed to talk about the term CSO. We have to use the terms NGOs or social organizations. But however, we have a kind of flexible framework that NGO and SOs can register and operate under government or semi-government umbrella. So for SID ourselves, we register under Vietnam Union for Scientific Technological Association, a semi-government organization. And also NGO and CS and SO have to report to the umbrella government every 6 months. And they come to visit us, to check us every 6 months. And we also have a call every month to how we do and what we are going to do. And also, if we organize an international workshop, we have to inform them at least 3 months in advance. And it takes a long process. And even at the end, just 1 week before the meetings, we can receive a notice saying that, no, they don't allow us to organize the conference. So that's why it is very difficult for us to host an international meetings, unless we give that our responsibility to the government ministries. So, however, we acknowledge that VPA FLEGT is the pioneer initiative to have a stakeholder engagement as a conditions of negotiation. So the government, the Ministry of Agriculture and Rural Development, have to consider all stakeholder
consultations before all the meetings, negotiations. But now you know that we already conclude, we already have ratified in April by both EU and Vietnam. And you know Vietnam is the second largest timber product export of Asia, only after China. And we reached the amount of, at this point, about 11 billion US dollars. And however, those we imported timbers. We are not producing timber in countries. We imported timber from all over the world, more than 100 countries, and mainly from Africa and Latin America. So, and civil society are very worried because of we call that we may become the countries of timber laundering. Because timber from high-risk country like Africa go to us a lot. And then from Vietnam go to China with all the good timbers like rosewood, like hardwood, like all sorts of wood timbers. So then civil society really think the milestones of VPA will have to be the forest governance, where we want to improve our role in monitoring and evaluations of the implementation of VPA. So now the policymakers committed to engage CSO in the negotiation and before and in implementations with both NDCs and VPA. However, consultation is a consultation and decision making is another process. And but we think, okay, so at least our voice is heard, is presented. So and we believe that the development process is a evolutions. So it has to change gradually, cannot change in one night. So CSO ourselves are active. Thanks to donor support, we got funding from DFID, from EU, from various donors all over the world to implement our both adaptations and mitigations, especially VPA FLEGT. We get a very good technical support and funding from FERN and EU and DFID. So the role of CSO in NDC, design and development. In the design and development, MONRE, Ministry of Natural Resource and Environment, they invited us because we are sharing the network, but overly selected NGOs are invited to do a consultation. So that is, we appreciate. For implementation, so far, we don't have yet any kind of invitations or kind of glue for the implementations. The MRVs, of course, no, we cannot participate in the MRV because they say that is the government. And sometimes we say that government is implementing, government is monitoring, and government is evaluations. Is that transparent or accountable? We put questions for the governments, but they say that that is our law. That is the Vietnamese law. So we cannot say it is law. So in the VPA, so we think that VPA FLEGT is really a kind of domains and REDD+ to contribute to NDC. So because you see that we work a lot on the VPA text, including the TILAS. We focus very much on the timber legalities, compliance at the households and micro enterprise, because you know that there are millions of Vietnamese farmers are working at the communities to plant acacia, and also hundred thousands of micro enterprise. They produce the timbers and timber processes in the change to provide inputs to the enterprise that export to all over the world, including EU. So for civil society, we are concerned really two big things in the VPA. One is about timber legalities, and the second one is imported timbers from high-risk countries. And the third actually is upcoming, is on also OCS, Organizational Classification System,
because they divide all the enterprise into 3 levels, green, red, and yellow. And it can be corrupted because some may be high risk, can become the low risk, and vice versa. So we want to do monitor, but still no response at this point. So we have been involved in both the VPA and also NDC. We see the evolutions of more participation, but there is a long ways to go to achieve what we really wish for. Conclusions: the involvement of CSO and mass organizations, semi-organization were mentioned in NDC and VPA FLEGT documents. But when we in the implementations, it is still not yet anything. Some international and national NGOs actively involved in NDC consultation and development, but large majority of civil society and especially the local CSO, they are not aware of these important documents. We are the leading of the network. We send to the members through emails, but of course sending readings is not easy, so we try to hold the kind of meetings so to share about what's happening at the national levels and what civil society can do. Unclearly defined participation of CSO in implementation and MRV process at both NDC and VPA FLEGT. And recommendations: that many CSO in Vietnam have expressed their support for the NDC implementation, especially the National Adaptation Plan. There are numbers of projects in agriculture and forestry implemented by CSO across Vietnam, which are in line with the NDC. The initiative can be integrated into the NDC process through improved information sharing between the governments and NGOs. And one of the things I do not mention here is about gender mainstreaming. Actually, I talked in the last 2 weeks in all meetings saying that gender consideration is important, especially in both adaptation and also in VPA FLEGT. We are going to conduct a research on gender and VPA FLEGT, and we hope that we will provide the comprehensive reports to the JIC in 2020. We have been drafting the reports on gender and national adaptation plan. So the reports will be the report on restorations, and NDC is more very technical and also comprehensive, will be ready by the end of this year. So all other reports will be next year. So I think this is the end of my presentation. Thank you very much for your listening, and if you have any further questions, feel free to let me know. Thank you. Merci beaucoup du coup pour ce témoignage qui est vraiment très complémentaire et très intéressant aussi, puisqu'il nous montre l'importance en fait de la liberté d'expression et de suivi et de mise en œuvre des organisations de la société civile, que parfois quand on est gâté, comme on peut être en France, on ne perçoit pas toujours la difficulté que peuvent avoir d'autres pays à y faire face, même si on a toujours envie d'en avoir un peu plus. Mais là, c'était vraiment intéressant de voir en fait que la société civile peut être complètement fermée et brimée. Or, elle est centrale dans la mise en œuvre des NDC, sinon ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas naturellement et ça ne se fera pas uniquement en se reposant sur l'action gouvernementale. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. On a une dizaine de minutes d'échange avec la salle, donc à vous la parole un petit peu. Je vais demander à Jean-Baptiste un petit coup de main pour prendre les questions. Donc à vous la parole. Qui veut se lancer? Si vous avez des questions, bien sûr. Ou des commentaires, ou des remarques, ou quelque chose à apporter, c'est tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Moi, c'est Justin Kamga, dont je travaille pour une organisation de la société civile camerounaise qu'on appelle FODER, Forêt et Développement Rural. Donc, c'est juste une petite préoccupation que j'ai sur la base de notre expérience sur le cas de l'APV FLEGT. Lorsqu'on parlait de l'APV FLEGT dans les années de 2000 au Cameroun, c'était un peu perçu comme un processus qui nous était imposé.
Et directement, nos États ne savaient pas comment se positionner dans le processus en lui-même pour en faire un outil pour pouvoir améliorer la gestion de nos ressources. Tout à l'heure, j'ai suivi les présentations des chapelets et des problèmes, des défis, en fait, qui vont se présenter. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser dans un autre sens en se posant la question comment est-ce que les NDC viendront nous aider à résoudre notre problème dans la gestion de nos forêts. En le prenant dans ce sens-là, ça permettrait à nos États d'aller dans le secteur forêt-environnement, d'identifier exactement quels sont nos problèmes clés. Et ça fait donc que le NDC qui arrive peut être maintenant perçu comme un outil qui permettrait de pouvoir résoudre ces problèmes. Et ayant identifié ces problèmes, on a carrément une feuille de route bien élaborée. Et ça fait qu'on se donne des objectifs, on se dit, dans 1 an, 2 ans, on s'assoit autour de la table, est-ce que réellement il y a eu des changements? Et là, ça fait qu'on peut facilement, avec une théorie de changement, dire, après 1 an, voilà un peu là où nous sommes arrivés avec le processus. Sinon, on risque de se retrouver avec ce que nous avons eu aujourd'hui avec l'APE Flex, où nous nous sommes tous engagés, et c'est en étant maintenant engagés qu'on se pose la question, en fait, où est-ce que nous allons? Et on est là aujourd'hui avec ce qu'on est, avec l'APE Flex. Donc pour moi, est-ce qu'on peut penser le discours autrement en disant en quoi est-ce que l'NDC pourra nous être utile pour améliorer la gestion de nos forêts dans le bassin du Congo? Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce que l'un de vous veut y apporter un complément, veut y répondre, ou est-ce qu'on passe à une question suivante? Parce que ce n'était pas tellement une interrogation, c'était plus une remarque, comme je l'ai compris, mais... Oui, vas-y. Je pense que vous avez raison. Nous, on a parlé effectivement aussi des NDC par rapport à des instruments pour aller chercher des financements. Il n'y a évidemment pas que ça. Et avant tout, les NDC, ça doit refléter des politiques publiques des acteurs. Je ne connais pas spécialement la NDC au Cameroun, en tout cas pas en détail, mais clairement, ce qui manque aussi, c'est cet échelon, c'est-à-dire la NDC, qu'elle soit actionnable aussi par l'intermédiaire de politiques publiques et qu'on soit aussi dans une logique où on puisse avoir des résultats qui sont mesurables de manière effectivement annuelle, etc. Et donc, il y a un échelon parfois aussi manquant qui est comment est-ce que ces grandes stratégies, ces espèces d'incantations aussi parfois sur des logiques assez long terme, peuvent se traduire en politique publique court terme, et comment est-ce que ça s'inclut aussi, ou ça reflète tout simplement des stratégies qui existent déjà dans les pays. Donc très clairement, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille collectivement, c'est ce lien entre les politiques publiques qui souvent existent déjà et ces NDC, et éviter justement cette décorrélation qui peut être liée à un travail qui aurait été fait peut-être davantage de manière externe. Donc c'est un très bon point, effectivement, on a besoin de rendre ça un petit peu plus opérationnel, clairement. Je voulais simplement ajouter que à partir des conclusions, des recommandations qui montrent en fait l'intérêt, par exemple pour la société civile, d'être renforcée, de se mettre autour de la table, de la prendre comme un véritable acteur qui doit être audible et dont les propositions doivent être prises en compte, c'est aussi l'idée effectivement de consolider ce dialogue et de pouvoir s'assurer qu'on est autour de la table et qu'on s'engage pour s'assurer par derrière que évidemment, la feuille de route qu'on adopte, on a la capacité pour pouvoir, la suivre et veiller à ce qu'effectivement, qu'il y ait de l'impact et qu'il y ait également le résultat. Donc je pense que vous avez tout à fait raison, et tout en s'interrogeant, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la problématique sous une approche qui est différente de celle qu'on a proposée. L'idée, c'est effectivement de partir d'un état des lieux, où est-ce qu'on en est et tout en termes de c'est quoi la réalité, c'est quoi les défis, etc. Et une fois qu'on a une idée des défis, on sait à peu près où est-ce qu'on est en train de partir. Et si on sait où est-ce qu'on est en train de partir, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on nous donne la place qu'il faut pour que nous soyons capables justement d'accompagner ces processus et pour s'assurer que justement les CDN demain et tout permettent de pouvoir améliorer l'environnement. Maybe I just take 1 minute. I think I like the writings. There is a will, there is a way. So I remember that in 2014, when I presented in Chatham House a presentation, and when I came back, I was invited to meet the high-ranking officers and threatened me that I can be arrested
because I talk a lot about the communists, about the everything's not good in Chatham House. So, and I say that, where is a part of my presentations? Because in my presentation, I have nothing mentioned about the Vietnam is bad or something like that. So, however, now, at this point, the general directors of VN Forest, Vietnam Forest Administration, come to meet me and saying that, okay, maybe we can do a joint project proposal on LDN, the land degradation neutralities, because SRD is members of the UNCCD conventions. So, you know, so it changed from 5 years because I think number one, you have to work really at the grassroots levels and also at the province level and also at the national levels. You have to understand not only the community issues, but you have also understand the context, and you have to try to figure out the best ways to work within the context. So now NDC and BPA Fleckley, they are open for civil society, okay, to do consultation only. Okay, we are happy at this point, consultation. And then if we do good, they will invite us to do implementations. And then if we're doing good implementation, they will invite us to monitoring. So that is, I think, that is evolution. So there is a ways always for us if we really want to work. Merci beaucoup pour ça. D'autres questions? Oui, je vois une main levée là-bas, 2 mains levées. Jean-Baptiste. Bonjour et merci pour toutes ces contributions. Alors ma question ne serait pas forcément en fait pour ces personnes-là, mais c'est depuis ce matin. En fait, j'étais intéressée par ce qui a été dit sur la remise en question en cause de certains traités internationaux comme le CETA et le Mercosur. Mais en fait, j'étais étonnée de ne pas rien entendre en fait sur la question des APE pour l'Afrique et comment finalement la question du climat peut modifier, faire évoluer cette question des APE qui sont souvent négociées de manière bilatérale pour essayer d'avancer, mais qui ne sont pas sans conséquences sur l'agriculture familiale des pays. Voilà, et avec, en sachant qu'effectivement notre agriculture notamment européenne est largement en fait subventionnée et concurrence fortement en fait les petits paysans notamment en Afrique. Merci. Merci pour cette remarque. Du coup, je pense qu'il n'y a pas forcément de réponse côté de nos panélistes, mais merci pour cette remarque. On a encore 1 minute, Jean-Baptiste, je parle sous ton contrôle. Il y avait une seconde question là, donc allons-y. Bonjour, Estelle Fache du secrétariat CAFI. C'était moi une question que pour abonder dans le sens de monsieur Christian sur la République du Congo. C'est quelque chose il est passé assez brièvement sur le manque de coordination interministérielle et c'est quelque chose, je pense qu'il faudra vraiment en parler soit maintenant, soit un petit peu plus tard. C'est quelque chose que nous aussi on constate. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'expertise technique dans les ministères forestiers qui savent où est le carbone, etc. Et puis il y a l'expertise sur la mise en place de politiques et mesures qui vont affecter les forêts, l'agriculture, le foncier, le minier, etc. Et ce manque de coordination-là, on le constate en tout cas dans les pays qu'on appuie nous au sein de CAFI. Voilà, c'était vraiment juste pour abonder sur ce point qui n'a pas été énormément développé, mais en tout cas évoqué. Merci. Ok, merci beaucoup pour ça. Donc je pense qu'on a plusieurs maîtres mots pour finaliser un peu cette session-là. On a la question de la coordination qui vient d'être rappelée, mais qui est centrale sur la coordination entre les acteurs et qui du coup fait forcément écho à la question de la gouvernance qui est centrale dans tout cet enjeu-là et qui est indispensable à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Encore une fois, la participation a été mentionnée plusieurs fois, participation des acteurs, participation de la société civile. Et cette participation, elle est possible grâce à de la communication. Donc, je pense que c'est un autre mot très important ici, mais communiquer, informer, sensibiliser. Quand on voit les mouvements qui sont en train de naître depuis quelques mois sur la question de la lutte contre les changements climatiques, des mouvements qui sont éminemment citoyens, qui viennent de la jeunesse, c'est quand même très important quand on communique et quand on explique ce qui est en train de se passer, de voir cette capacité-là en fait, des citoyens à s'emparer du sujet. Et enfin, le dernier mot qui du coup vient de la présentation aussi de Christian, c'est la question de la transparence, la redevabilité en fait de ce qui est mis en œuvre. Alors, je veux dire aujourd'hui, quelle information on a sur ce qui est mis en œuvre dans les CDN concrètement par les différents acteurs. C'est très compliqué de capter cette information et c'est très important qu'elle soit renforcée, que ce suivi et que cette transparence soit particulièrement renforcée. Je pense que ça résume à peu près l'ensemble des choses qui ont été dites sur cette session. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation et vos contributions très pertinentes. Merci beaucoup et merci pour votre écoute.